Cette vidéo est sponsorisée par Métal Hurlant. Métal Hurlant, c'est quoi? Un magazine français légendaire axé sur la bande dessinée. Fondé en 1975 par Moebius, Druillet et Dionnet, et dont vous allez entendre parler durant le visionnage de cette vidéo. Et pour cause, avec cette revue, ils ont influencé et nourri les univers pop et alternatifs du monde entier. Après s'être arrêté en 2004, le magazine renaît de ses cendres en 2021, sous la forme d'un trimestriel épais et foisonnant. 300 pages de BD, d'interviews et autres articles, de la créativité et de la qualité soigneusement mise en page. Un partenaire idéal pour la séance de Marty, puisque dans le dernier numéro en date, intitulé « On n'arrête pas le progrès », et dont la couverture nous dépeint le soulèvement des machines dans une sorte de djihad butlérien inversé, il sera question, entre autres, d'intelligence artificielle, de robots et de sociétés dystopiques, dont les individus sont aliénés par un mode de vie ultra connecté et mortifère. Le tout, pimenté par un ton irrévérencieux et subversif. En bref, de la SF bien énervée comme on l'aime. Disponible en kiosque et en librairie pour moins de 20 €, ou tout simplement en s'abonnant directement sur metalhurlant.fr via le lien dans la description, ce qui vous donnera accès à 20% de réduction. Si vous prétendez être fan de SF, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bonne lecture et bonne séance. Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. I wrote the Dune series because I had this idea that charismatic leaders ought to come with a warning label on the forehead, may be dangerous to your health. I mean, I think the most dangerous president we've had, or one of the most dangerous at least, not because he was a bad guy, but because people didn't question him. One of the most dangerous presidents that we've had in this century was Jack Kennedy. Because people said, yes, sir, Mr. Charismatic Leader, what'll we do next? And we wound up in Vietnam. People don't realize that he was one of the major moving forces getting us into Vietnam because he locked us into a commitment there. And I think probably the most valuable president of this century was Richard Nixon because he taught us to distrust government. I wanted to do this thing about messiahs and charismatic leaders. I mean, why do 900 people go to Guyana and drink poison Kool-Aid? Why do the citizens of an entire nation, most of the citizens anyway, say Sieg Heil and murder some 3 million Jews and gypsies? Why do they not question their leaders? Examine your mythologies. Examine your absolutist criteria. Question things. I have the most fun when I'm writing questioning things that people do not question. The assumptions that everybody knows are true. All science goes back to something that we believe because we believe it. We believe it because we believe it. And we have no proof for it. It's like a religion.
Année 10191. À cette époque, 10 000 ans se sont écoulés, depuis que l'humanité s'est libérée du joug des machines, qui avaient alors pris le contrôle de toute forme de vie dans l'univers. Une révolte, connue sous le nom de Djihad Butléri. À l'issue de ce soulèvement, toute forme d'intelligence artificielle fut alors proscrite, et l'humanité n'eut d'autre choix que de développer ses facultés psychiques. Nous voilà sous le règne de Padishah Shaddam IV, empereur de l'univers connu, à la tête des puissantes maisons du Landsraad, dont le but premier est d'exploiter l'épice. L'épice accroît la longévité, le champ de conscience. L'épice est vitale au voyage dans l'espace et a fait des navigateurs de la guilde spatiale des mutants après 4000 ans d'usage, leur permettant ainsi de replier l'espace. Qui contrôle l'épice contrôle l'univers. Mais il n'existe que sur une seule planète. Désolée, aride et particulièrement dangereuse, elle n'est faite que de vastes déserts. Cette planète, c'est Arrakis, connue aussi sous le nom de Dune. Tel est le postulat de cette fresque de Frank Herbert, parue en 1965, qui reste à ce jour le roman de science-fiction le plus vendu au monde. Premier opus d'une saga de 6 tomes qui perdurera à travers l'univers étendu écrit par son fils, Brian Herbert, et Kevin J. Anderson. Source d'inspiration intarissable pour tous les grands auteurs de l'imaginaire. Dune nous conte le récit d'un prophète à l'origine d'un soulèvement, de la transition d'un ordre ancien au profit d'un ordre nouveau, replaçant l'humain au centre du récit, contraint de développer son esprit pour évoluer. L'humain, cette machine à créer des idoles et à les détruire. De fait, ce roman s'est très vite démarqué des autres fables d'anticipation et autres space opéras de cette époque, qui faisaient l'éloge des avancées technologiques tout en dénonçant leurs dérives. La science-fiction étant devenue drastiquement plus sombre et alarmiste depuis l'avènement d'Hiroshima et Nagasaki. Outre son message écologique évident, qu'il s'agisse de matière ou de concepts abstraits, Dune est incontestablement un retour au sacré, à tel point que beaucoup se sont demandé si Herbert n'était pas un mystique illuminé, ce qui est on ne peut plus faux. Frank Herbert était un sceptique. Car si l'auteur emprunte à l'imaginaire religieux en se jouant de la figure du Messie, c'est aussi, voire surtout, pour nous parler de politique dans un monde sans Dieu. Pour cela, il mettra en scène une lutte fratricide et meurtrière entre plusieurs maisons liées par le sang. Contexte librement inspiré de la Première et Seconde Guerre mondiale, où les 3 belligérants emblématiques du conflit étaient des cousins éloignés, à savoir la Russie, l'Allemagne et l'Angleterre, se livrant ici une guerre pour le contrôle des ressources. L'épice. Métaphore du pétrole bien sûr, mais aussi des drogues hallucinogènes utilisées pour accéder à des états de conscience modifiés. Que l'on ne trouve que sur Arrakis, miroir du Moyen-Orient, ravagé par un empire cupide, théâtre désolé d'un chemin de croix, emprunté au voyage du héros théorisé par Joseph Campbell, qui verra le jeune Paul Atreides surmonter nombre d'obstacles, de la mort du père à la traversée du désert, jusqu'à sa seconde naissance. Dune nous fait miroiter le récit initiatique parfait, mais ne cesse de nous rappeler que Paul n'est jamais au fait de sa destinée, qu'il n'est que le pantin d'une prophétie de pacotille au service des élites du pouvoir, que tout se déroule selon les plans, à l'intérieur des plans, qui vise à manipuler les peuples susceptibles de servir les intérêts d'une sororité de sorcières, ayant la main mise sur tout l'Empire, et que la sacro-sainte destinée, ce n'est qu'un récit inventé parmi d'autres. Dune est sombre, violent, enivrant, grisant, fascinant, d'un pragmatisme déconcertant. Et forcément, son influence s'est propagée dans de nombreux médias.
D'abord sous la forme d'un serpent de mer qu'un certain Alejandro Jodorowsky aurait rêvé de mettre en image sans jamais y parvenir. Blessé par cet échec, il fera survivre l'âme de son projet dans plusieurs bandes dessinées, à savoir l'Incal et la caste des Métabarons. Puis en 1984, pour la première fois au cinéma dans un film étrange et inégal, mené dans la douleur par un certain David Lynch, réalisateur de génie choisi pour son statut d'outsider, ayant pris d'assaut Hollywood avec son univers macabre et onirique. Tout ça pour que la presse finisse par se lamenter devant un film de producteur mégalo qui, selon elle, ressemble plus à une production de série B au style désuet et au kitsch baroque rococo clinquant et rutilant tel un Flash Gordon ensablé. Un échec industriel cuisant qui provoquera, du moins on l'imagine, l'absence de Dune au cinéma pendant presque 40 ans. Ne réapparaissant dans les médias mainstream que sous la forme de jeux vidéo, notamment un point and click de stratégie en temps réel produit en 1992 par Cryo Interactive, jeu vidéo culte s'il en est, puis d'une série de téléfilms en 3 parties sortis au début des années 2000, qui semble s'accommoder d'un budget semblable à celui d'un épisode du Joueur du Grenier, avec une esthétique qui te fait réévaluer à la hausse le film de Alan Smithy, où avais-je la tête, mais qui reste un projet assez prenant pour qui se passionne pour cet univers. Jusqu'à ce qu'un certain Denis Villeneuve, réalisateur canadien hétéroclite, devenu le saint patron de la SF à Hollywood en seulement quelques années, ne soit choisi pour faire de Dune la nouvelle franchise bankable. Cinéaste tout indiqué de par son parcours atypique de globetrotter venant du documentaire, pour porter à l'écran ce roman dont le message écologique semblait salutaire en 2021. Ce moment où l'humanité va devoir se recentrer, renoncer à son hubris et à son expansion techno-capitaliste pour préserver ses ressources et son intégrité face aux machines qu'elle a créées pour la servir. Voici dévoilées par le menu les étapes de notre odyssée. Il y aura du spoil, soit une forte tendance à divulgacher, et un soupçon de mauvaise foi. Mais bon ça, vous y êtes habitués. Mes poumons goûtent l'air du temps qui souffle dans les sables amoncelés. Je vais vous dire, monsieur Alexandre Jodorowsky, je voulais vous rencontrer parce que je pense que vous êtes un homme important. Important dans le sens que c'est important de vous rencontrer. Est-ce que je peux interrompre? Oui. Je ne crois pas que je suis un homme important. Peut-être un jour, j'ai eu la chance de que quelque chose d'important se produise en moi. Cette importance n'est pas moi. Aucun être humain, c'est un créateur. On reçoit. 1970. Un film expérimental est pour la première fois programmé au cinéma le Elgin, à minuit tapante, sans aucune publicité. À l'écran, un décor de dunes et de sable chaud, du sang, de l'amour, des oiseaux. Le plus mystique des pistoleros, El Topo. Vous ne verrez jamais un film pareil. El Topo est une pure merveille. Un western fou, ésotérique, qui popularisera ce phénomène que l'on a appelé les Midnight Movies, qui rameutera des artistes tels que John Lennon, Dennis Hopper, la clique d'Andy Warhol, et bien d'autres illuminés de la contre-culture des années 70. Sorte de fenêtre d'émancipation en marge des circuits classiques d'Hollywood, c'est une flopée de films totalement barrés et marginaux qui se verront programmés aux séances de minuit, lancés par le succès surprise d'El Topo. À l'origine de ce dernier, vous savez qui? Ce génie, cinéaste franco-chilien, figure incontournable du cinéma indépendant, surestimé, qui leur a marqué de sa très forte dimension spirituelle du haut de sa montagne sacrée. Trip dionysiaque, hallucinant, halluciné. Un film à tenir loin du regard des profanes. Mégalomane? Sans doute, oui. Réalisateur, scénariste, businessman arty en roue libre, voleur de bonnes idées, essayiste, poète, autoproclamé inventeur du cinéma de l'inconscient, charlatan, acteur, mime, l'enfant illégitime de Ken Russell et Glober Rocha, peut-être tout ça à la fois, largement inspiré de Louise Buñuel, Todd Browning, Fellini. Dieu sait que je me méfie de ce mot.
artiste. Mais celui-là semble avoir été inventé pour lui. Jodorowsky. Fort de la réussite d'El Topo et de la montagne sacrée, il confia à son producteur et ami, Michel Seydoux, son désir d'adapter à l'écran le roman de Frank Herbert, et ce, à n'importe quel prix. Alors qu'il ne l'avait même pas lu. Et alors, moi non plus. Opportuniste. Silence, sorcière! Garde ton mauvais esprit. I didn't read Dune, but I have a friend who said it was fantastic. I don't know what I say Dune, I can say Don Quixote, or I can say Hamlet, I don't know, anything. I say Dune. Comme investi d'une mission sacrée, ils rachetèrent les droits du livre pour une bouchée de pain, et Jodorowsky refusera catégoriquement d'intégrer Frank Herbert à la production de son film en tant que consultant, car il n'a pas l'intention de respecter le récit de son roman. Selon ses propres mots, je compte violer son livre, mais avec amour. Voilà, voilà. Et de son côté, Herbert, lui, n'est pas très chaud. En effet, dans cette version de Dune, il y a des étoiles, et il y a du sable. Pour le reste, j'ai juste l'impression d'avoir vendu l'un de mes enfants à un cirque ambulant. Puis ils partirent à la conquête des grands studios américains pour leur vendre le projet. Alors certes, La planète des singes de 1968, suivie de très près par l'Odyssée de Kubrick sortie la même année, était déjà passé par là. Mais bien naïf de croire que l'ASF était déjà bankable. Toujours méprisé par les hautes sphères d'Hollywood, malgré sa popularité dans les milieux littéraires et de la bande dessinée, alors en pleine effervescence depuis les premiers pas de Armstrong sur la Lune. Et à cette époque, nous ne sommes alors qu'au début d'une lignée de films de science-fiction intellectuels et exigeants, qui semblera-t-il prendra fin avec... ça va être compliqué de pas parler de toi tout le temps. Résultat des courses, personne n'acceptera de produire Dune. C'est fini, on arrête les frais. Je crois que c'est jamais dans l'histoire du cinéma, un film aura été aussi avancé pour ne pas devenir un film. Pour devenir un autre film, puisqu'il y a eu un film mais qui n'a rien à voir avec ces 2 ans et demi de travail. Un chef-d'œuvre n'existe pas sans folie. Peut-être que Dune avait trop de folie. Mais un film qui n'a pas un grain de folie, il ne va pas conquérir le monde entier. Du coup, trop en avance sur son temps peut-être. Aurait-il fallu attendre quelques années de plus, le temps que Star Wars annonce la couleur, ou que les Français de Métal Hurlant donnent ses lettres de noblesse à un genre considéré jusqu'alors comme trop immature? Faut croire, ce n'est qu'à travers la plume de Jean Giraud, alias Moebius, que l'on pourra mettre des images sur ce projet. Du moins à cette époque, bien sûr. Jamais ne se concrétisera le rêve d'Alejandro Jodorowsky. Et quoi de plus sacré pour un cinéphile qu'un film qui n'existe pas? Mais alors, que dit la légende? Que Jodorowsky a réussi tout ce qu'il a entrepris. Il voulait faire le meilleur film de l'histoire du cinéma. Rien que ça. Le messie du 7e art. Celui qui transcenderait tous les dogmes et tous les formats. Le dieu du cinéma, disait-il. Conforté dans son hubris, soutenu par un producteur enivré par sa créativité, et dans un contexte où une génération de jeunes cinéphiles était avide d'expériences spirituelles et métaphysiques, il a réellement cru pouvoir engendrer un Big Bang qui influencerait tous les films qui lui succéderont. Un peu comme 2001 l'Odyssée de l'espace avant lui. N'est-ce pas déjà le cas? Toi, Jodorowsky, au gré de ta passion et de ton labeur, tu as imprimé l'ensemble de ton projet sur le papier, du script au storyboard en passant par les dessins préparatoires. Le tout sous la forme d'un énorme pavé que tu as présenté à nombre de producteurs qui l'ont tous regardé avec admiration avant de te claquer la porte au nez. Seulement voilà, ce livre a circulé dans les couloirs d'Hollywood. Il est passé de main en main avant de répandre son influence dans nombre de films, dont certains sont devenus des classiques. Tels des échos. Du robot combattant Atreides, à la boule d'entraînement de Luke Skywalker, du repère du baron Harkonnen, jusqu'au dôme de Prometheus, la reine de Flash Gordon, les éclairs des aventuriers de l'Arche perdue, et même le plan séquence passant d'une galaxie à l'autre que l'on retrouvera dans le Contact de Zemeckis. L'escadron de créatifs que tu as réuni. Dan O'Bannon, Chris Foss, Moebius, Giger. Ils ont tous fini dans l'équipe de Ridley Scott, donné vie à l'un des films de science-fiction les plus marquants de l'histoire. A word of warning. Comme si tu les avais envoyés en éclaireur. Comme dans le dernier acte que tu as écrit, où l'esprit omniscient de Paul s'exprime à travers plusieurs individus qui partagent sa conscience.
Ton film, bien que tué dans l'œuf, résonne à travers plusieurs œuvres qui te doivent beaucoup. Lynch a affronté la tempête de sable à ta place avant de désavouer son bébé mutant, et la promotion de Dune partie 1 a débarqué en trombe sur le thème revisité des Pink Floyd, comme pour nous souffler à l'oreille que le Messie que tu avais prophétisé arrivera avec 40 ans de retard. À toi seul, tu auras forgé l'aura mystique de Dune au cinéma, avec un projet délirant qu'on se plaît encore à imaginer. À peine avait-on découvert My Journey, qu'on a tapé ton nom à côté de Dune dans les prompts pour obtenir réparation. Toi qui voulais adapter le grand roman de SF spirituel Post Machine, te voilà devenu la coqueluche des amateurs d'IA juste derrière Wes Anderson. Ça me termine. Et tu as fait tout ça, sans avoir eu besoin d'habiller Amanda Lear de costumes improbables en papier mâché, sans délocaliser le restaurant préféré d'Orson Welles, sans avoir eu à payer Salvador Dali qui te réclamait plusieurs millions de dollars de l'heure, tout en t'imposant ses conditions d'artiste démurge en roue libre et ses délires de girafes enflammées. Ton film existe, à jamais hors des griffes des décerveleurs et des décervelés. Si Frank Herbert était encore là, il devrait te baiser les pieds. Ton rêve, tu nous l'as donné. Mais le dormeur doit se réveiller. La película debe ser tal como yo la sueño. The picture needs to be exactly as I am dreaming the picture. It's a dream. Don't change my dream. Si le documentaire de Frank Pavich, que j'ai très largement paraphrasé, sorti en 2013, fut totalement partisan de la vision de Jodorowsky, en concluant que son Dune ne pouvait être qu'un chef-d'œuvre, il me paraissait édifiant de relayer ici le témoignage de Michel Demuth, traducteur de Dune en France et co-scénariste de cette adaptation inachevée que j'ai pu trouver dans le MOOC Tout sur Dune de Lloyd Cherry. Je devais m'occuper des dialogues du film. On travaillait beaucoup, mais à chaque fois que Jodorowsky arrivait, il avait une nouvelle idée qui effaçait tout ce qu'il avait expliqué la veille. C'était la panique. Moebius dessinait des tenues, des uniformes, toute une frégate galactique, tandis que Chris Foss concevait des engins absolument splendides. Et là-dessus, Jodo arrivait et te disait « En fait, je ne fais pas vraiment Dune. Je fais un film sur le tarot. » Du coup, j'ai comme un doute. Au fil des réécritures, le duc Leto Atreides s'est progressivement changé en eunuque et son ver des sables en asticot. Je veux dire, à ce compte-là, il aurait juste pu faire une suite à Barbarella et on n'en parlait plus. Même certains membres de son équipe se laissaient à dire que ce proto-Dune aurait été simplement irregardable. Un joyeux bordel, comme disait Jean-Pierre Dionnet. Et les producteurs américains, au fond, ils sont comme les ménagères. Ils veulent le progrès, ils veulent pas la pagaille. Je vous avoue que je sais plus trop quoi penser de Jodorowsky en fait. Le projet sultanesque de Dune par Alejandro Jodorowsky fut définitivement annulé en 1976, avant que la guerre des étoiles ne débarque un an plus tard pour tout rafler. Yeah. Prouvant ainsi aux producteurs que non. 15 millions de dollars pour un space opéra, ça n'a rien d'extravagant, puisque le film de George Lucas lui en coûte à 11, pour un retour de plus de 700 millions de dollars. Star Wars. Ce choc culturel que Jodorowsky considérait comme un outil de propagande mercantile, de par son imagerie militaire au relent fasciste, qui prépare les jeunes hommes à la guerre et non à l'ouverture des consciences. Soulignons au passage que les héros de ces deux franchises suivent un destin radicalement opposé. Si Luke Skywalker est un fermier isolé dans un désert de sable, en quête de son identité, et souhaitant plus que tout rejoindre l'armée et ainsi se lier avec les puissants. Salut à toi, jeune entrepreneur. Paul, quant à lui, est un enfant de la haute, vêtu d'un uniforme et entouré de soldats, qui trouvera dans le désert, parmi les indigènes, sa rédemption. Tel un virus, le Dune de Jodorowsky n'a cessé de muter, de changer d'enveloppe physique et matérielle pour finir incarné dans l'Incal, une série de bandes dessinées sortie en 1980, scénarisée par le cinéaste et dessinée par son comparse Moebius. Car lorsque l'on n'est pas Dieu, il faut être deux.
Au final, je n'ai qu'un seul regret. Le Dune de Jodorowsky, à défaut d'honorer ne serait-ce qu'un peu le roman de Frank Herbert, aurait pu au moins se saisir de ce tournant de l'histoire des États-Unis, où la jeunesse cherchait à atteindre des états de conscience élargis. Et non pas pour fuir une réalité difficile, bien au contraire. Selon eux, tout cela était éminemment politique. Ancré dans un projet de société, influencé par les philosophies orientales, le bouddhisme et la Beat Generation. Fallait pas rater la vague à l'époque. Et ce Dune aurait pu surfer sur celle du nouvel Hollywood, une période que l'on peut qualifier de sombre et défaitiste sur les réalités sociales et la corruption des élites. Mais un cinéma ouvert qui embrassait l'altérité, un contexte qui aurait pu voir naître ce space opéra iconoclaste, syncrétique, lumineux et azimuté, une sorte d'anti-Star Wars en somme. Le nouvel Hollywood, c'est bien la seule période de l'histoire du cinéma américain où un type comme Jodorowsky aux commandes d'une grosse production aurait été possible. Une vague de liberté grisante, juste avant qu'elle ne finisse par déferler à l'orée des années 80 et que le cinéma populaire ne redevienne réactionnaire, manichéen et replié sur ses valeurs identitaires. Ou alors, si ce Dune maudit nous fascine encore autant aujourd'hui, c'est peut-être juste parce qu'il nous renvoie au souvenir nostalgique de cette courte fenêtre dans l'histoire du cinéma, où il suffisait de se pointer dans un studio avec les cheveux longs et un joint pour attirer l'attention de ses producteurs qui voulaient enterrer le cinéma de papa pour se tourner vers l'avant-garde. Un contexte où le cinéma avait une portée beaucoup plus grande, que ça vous plaise ou non, où la frontière entre le cinéma d'auteur et les grands films populaires avait presque disparu. People were going to the cinema on a weekly basis to try to understand the social upheaval that was happening all around them. And, blacks and all protests and drug revolution. And the moment a society turns to artists for answers, they're going to have great art. That's how it happens. And, and great art bloomed because people wanted it. Now, it's very hard to feel that the audience wants anything from you in terms of, how do we deal with our problems. Little tad on the androgynous side, but it's dynamite. Yeah, I forgot my mantra. 1981, sonne le glas du Flower Power. On a dit à ces crasseux de hippies d'aller chez le coiffeur et d'enfiler un costard. Ronald Reagan est élu président des États-Unis et Dark Vador est au sommet de son swag. Et pour cause. L'Empire a gagné. Les politiques néolibérales envahissent les marchés financiers. Moins d'impôts, plus d'industrie, plus de croissance, plus de rendement, plus d'inégalités et un réarmement façon Harkonnen style. Même les mômes pilotent des avions de chasse, bordel. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Spielberg et Lucas ont déjà imposé leur modèle de blockbuster popcorn et MTV débarque sur les écrans. Ainsi commence la culture du clip. Les années 80, c'est la décennie qui ne demandait qu'à se faire pasticher. À Hollywood comme à la télé, tout va plus vite. Bouge ton boule, consomme, achète. Plus de pubs, plus de couleurs, plus d'écrans, plus de muscles, d'explosions, plus de violence, plus de cul, plus de silicone, plus de sitcom, plus de sang, plus de brushing, plus de robots, plus de fric. Pourquoi je parle plus vite ? Qu'on m'explique. Quel producteur voudrait d'un space opéra sombre et intello sans néon et sans hologramme dans un contexte pareil ? Putain, il est forte. Car en 81, c'est aussi l'année où Dino De Laurentiis, producteur mégalomane et tonitruant, confia à sa fille, Rafaela De Laurentiis, la charge de produire une nouvelle adaptation de Dune après avoir racheté les droits du bouquin en 76 pour 2 millions de dollars. Cette dernière se rendit au cinéma pour voir le génial, le sublime Elephant Man. Une véritable révélation, adoubée par Frank Herbert en personne, et ayant ému aux larmes Rafaela De Laurentiis, bien décidée à engager son réalisateur, car selon elle, seul lui saura insuffler la dimension humaine et émotionnelle dont son Dune a besoin. Yes. Vous avez peut-être besoin qu'on vous présente David Lynch.
Ladies and gentlemen, David Lynch. Dans la foulée, la nouvelle star du cinéma indépendant est donc engagée pour relever le défi de transposer à l'écran ce roman réputé inadaptable. Bon, lui n'a même pas lu le livre, mais sa carrière est au point mort après avoir refusé de réaliser Le Retour du Jedi pour George Lucas, et la perspective de percer à Hollywood le pousse à accepter. Il fut bombardé sur le projet avec l'étrange directive des studios Universal de ne surtout pas toucher au storyboard de Jodorowsky, ni au dessin préparatoire ou quelque autre document qui proviendrait de ce projet avorté. On recycle rien, on repart de zéro. Jean Giraud ira même jusqu'à accuser Dino De Laurentiis d'avoir volontairement étouffé le projet de Jodorowsky en faisant pression sur les studios afin qu'ils refusent de donner leur accord, et à terme se garder les droits d'adaptation pour lui seul. Alors je sais pas si on peut parler d'un alignement de planètes pour Dune au cinéma, mais à ce moment-là, tous les voyants sont au vert, donc faut y aller. Dune is going to become a Dino De Laurentiis movie. That's right. That Frank Herbert has written the screenplay for. Are we to expect another Star Wars type spectacle? I really am expecting much more of a David Lynch movie. David has really written the screenplay. I hope he's using a lot of the stuff that I gave him, but I haven't seen the screenplay. It'll be ready next Friday. We are expecting the movie in a year, at the end of '83. Et pourtant, les problèmes commencent dès le premier jour de tournage. Au menu, on reste sur les fondamentaux. Lynch et De Laurentiis, jusque-là très copains, passent leur temps à se bouffer le nez une fois arrivés au Mexique. La veille du premier clap, une tempête détruit plusieurs décors et l'équipe technique a du sable jusqu'aux genoux. Classique. Une intoxication alimentaire file la chiasse à tout le plateau et Kyle MacLachlan fait une descente d'organes. Trop d'épices, trop d'épices. Le responsable des effets spéciaux, John Dykstra, se barre en pleine production suite à un problème de devis. Ce qui explique pas mal de choses. Et un dépassement de budget de plus de 10 millions de dollars, mais bon, ça c'est le minimum syndical pour une production cauchemardesque de ce type, donc on va dire que c'est normal. Le film sort finalement le 14 décembre 1984, et c'est là que les vrais problèmes commencent. Le Chicago Sun parle d'un film bordélique, incompréhensible, laid et déstructuré. Alors par quoi on commence ? Venant renforcer la croyance tenace qu'une œuvre aussi dense et complexe ne peut tout simplement pas tenir dans un métrage de 2h20, force est d'admettre que cette adaptation bancale et maladroite n'a pas volé sa réputation de film raté, à moins qu'on soit franchement de mauvaise foi. Dune, a world beyond your experience, beyond your imagination. Je suis désolé, y a rien qui va dans ce film. Depuis le tout premier plan où la princesse Irulan se colle sur l'écran pour nous faire le topo de manière désincarnée. Le film vient de commencer, y a aucune mise en scène là. J'ai l'impression de voir une speakerine lire un prompteur. Et c'est rien à côté du reste. Une succession de scènes figées au dialogue brumeux et interminable, où les enjeux du bouquin sont expédiés en 4ème vitesse parce qu'on n'a pas le temps et qu'on est incapable de rendre le récit fluide. Du coup, vas-y que je te fous des voix off, en veux-tu, en voilà. Voix off sur laquelle je reviendrai plus tard, parce que là, voyez-vous, je suis ébloui par l'aspect onirique de la mise en scène, qui se résume souvent à filmer des gens à travers une bassine, on dirait un clip de Dead or Alive. Les personnages secondaires, c'est une catastrophe. J'arrive jamais à me souvenir que Sean Young joue dans le film tant sa présence est anecdotique. Un peu comme tous les Fremen d'ailleurs. Plantés comme des piquets dans le décor en guise d'ornement, le regard vide, Arrakis et ses cultures autochtones ne risquent pas de nous dépayser fort, puisque même les figurants n'ont pas l'air de savoir dans quel film ils jouent. Révolte Fremen en 2024. Révolte Fremen en 84. I am Uso, Paul Muad'Dib. Putain, il est rouillé ton Lisan Al-Khaïb, mec. Du coup, pour le côté épique, on repassera. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas grave. On se doute bien que David Lynch a autre chose à nous proposer qu'un énième blockbuster dopé à la testostérone. Il aurait pu se contenter d'être un film opaque, contemplatif, lent et fantasmagorique, ce qu'il est sur bien des aspects. Mais bon, voilà, on sent bien que le film se voudrait grandiose et héroïque, sans jamais y arriver, et on finit par perdre patience. C'est mou. Le rythme est inégal, la narration déstructurée, et les effets spéciaux, bon bah là je vais pulvériser l'ambulance. Entre les éléments du premier plan qui ne sont jamais raccords avec le fond, aussi bien au niveau du grain de la pellicule que de la colorimétrie, et des détourages faits avec le cul, la bataille finale par exemple, c'est juste foutre de la pyrotechnie sur l'écran comme on collerait une gommette pour faire joli. Rien n'est pensé en amont. On
dévoie les câbles. Et plus le film avance, plus il s'enlise dans ses travers. La princesse Irulan repop en voix off dans le dernier tiers du film pour nous expliquer les intrigues parallèles entre deux stock-shots. Duncan Idaho se fait tuer, mais on s'en fout puisqu'on sait à peine qui c'est. Et l'aspect empoulé et théâtral du jeu d'acteur qui jusque-là nous faisait sourire, laisse brusquement place au malaise. Get out of my mind! Not until you tell them both who I really am. Bon, là je peux même pas faire de vanne parce que je comprends rien de ce qu'il y a à l'écran. Sting fait n'importe quoi. C'est même plus du cabotinage, là c'est un appel à l'aide. Je suis méchant. Mais enfin, au moins on sent l'envie de bien faire. Toutes les 2 secondes, il nous ressort à voix haute ses intentions de jeu, histoire qu'on se rappelle que c'est lui le méchant. I will kill you. I will kill you. I will kill him. I will kill him. Voilà, et maintenant il se met à faire des entrechats. J'en ai marre, putain. Et les dialogues, mais les dialogues! Wait for my brother. Voilà, et j'ai rien coupé là. La réponse c'est vraiment... Et c'est pas fini. La gamine, elle griffe le visage du baron qui s'envole comme une baudruche. Mais sérieux, regardez comment elle sort du cadre, on dirait un Looney Toon. Il y a des zadistes du turfu qui poussent des cris de ninja sur un énorme tube en caoutchouc. La môme se paye un trip aux acides au ralenti. Il se met à pleuvoir sur Arrakis. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien le Dune de Frank Herbert qui se tape un putain de happy end des familles. Bordel, mais sauvez-nous. Ce putain de slip, ça n'a aucun putain de sens. Ce film est un nanar de luxe. Mensonge. Sors de ma tête. Moi je sais que tu l'adores ce film. À quel moment ai-je dit le contraire? Le Dune de 84 par David Lynch, c'est la Madeleine de geek par excellence. Oui, et alors? Vous en conviendrez? Quoi de plus banal et convenu que de vouloir réhabiliter ce film cheesy et mollasson dont tout le monde se moque, mais que personne n'a oublié tant il est unique, et qui en réalité n'a plus besoin d'être réhabilité depuis longtemps. L'archétype du film mutant, hybride, coincé entre plusieurs logiques, fruit d'une production chaotique où plusieurs visions se confrontent pour un résultat bordélique et halluciné. Comme dirait l'autre, trop simpliste pour les amateurs du roman et trop obscur pour les néophytes. Remonté, rafistolé dans tous les sens. Version cinéma, version longue, version fan-edit Spice Diver, version sans oignon sauce samouraï, il y en a trop. On se fout de savoir à qui la faute. Si c'est de Laurentiis qui l'a saboté, si Lynch s'est laissé dévorer par la machine hollywoodienne sans savoir s'imposer, ou ayant simplement torché sa commande comme un bon yes man, histoire que De Laurentiis accepte de financer son Blue Velvet. Force est d'admettre que cet opus n'a décidément pas volé son statut de film culte, à moins qu'on soit franchement de mauvaise foi. Théâtral, surjoué, romanesque et un poil ringard. Mais j'en redemande. Au détail délicieusement kitsch. Kitsch à tous les étages. Comme le générique de fin avec le casting qui prend la pause devant l'océan. Kitsch comme cette bande originale, véritable diamant brut, à la fois épique et mélancolique. Lorsque la guitare électrique se met à résonner en pleine montée, c'est comme du pur concentré de kiff 80s. Comme la direction artistique aussi. Inégale certes, mais d'une allure folle. Avec ses décors tout en bois, et dont les influences puisent à la fois dans le steampunk, le médiéval, la culture vénitienne, égyptienne, aztèque, germanique. Qui dit mieux? Trouvez-moi un seul film qui lui ressemble et on en reparle. Je reste frappé par certains plans, certaines fulgurances que la version de Villeneuve ne parvient même pas à effleurer. Faire fi des dialogues d'exposition hermétique et se laisser séduire par l'ambiance. Avec le recul, même certains de ces défauts m'apparaissent comme des qualités. Comme cette voix off qui a grandement participé à accabler le film à sa sortie auprès de la critique. Plaqué à la hâte sur demande des producteurs pour rendre le récit plus accessible, mais peut-on en vouloir à De Laurentiis pour ça? Finalement, j'aime beaucoup me retrouver dans l'esprit des personnages lors d'une ou deux répliques, le temps d'appuyer l'aspect insidieux des rapports entre les protagonistes, fait de non-dits, de calculs et d'insinuations. Des voix extra-diégétiques dans une œuvre où les individus sont doués de préscience, ça ne me paraît pas déconnant. Your suit is fitted desert fashion. Who told you how to do that? No one. It seemed the proper way. He shall know your ways as if born to them.
Parce que ça, en revanche... Your desert boots are fitted slip fashion at the ankles. Who taught you to do that? Seemed the right way. Eh ben, c'est complètement naze. Voir Liet Kynes marmonner sa prophétie juste devant le nez de Paul qui hausse les sourcils laisse entrevoir le casse-tête que ça a été de formater ce roman au sein d'une mise en scène qui se veut ultra réaliste et terre-à-terre. Un point de plus pour Lynch. Come on! Qu'arrive-t-il à Gurney? Là, il ne joue plus. Un film qui laisse des traces, en s'adressant à bien d'autres choses que notre intellect. L'apparition évanescente du navigateur de la guilde et ses dialogues cryptiques m'avait littéralement hypnotisé la première fois. Dune, c'est donc un film que personne ne pourra faire passer pour une simple commande, ou un film de producteur, parce que son réalisateur a un don pour vicier l'air d'une étrangeté que l'on peine parfois à pointer du doigt. Fasciné qu'il a toujours été par l'industrie, les machines à vapeur, la rouille, il s'est servi de la culture harkonnène et de la très sombre Geidi Prime qui semble avoir été écrite pour le cinéaste, pour magnifier ses obsessions visuelles. Une planète steampunk de complexe industriel où l'air pollué est chargé en toxines. Idéal pour y afficher son fétichisme pour les matières brutes, la corrosion, la manufacture, mais également pour y déployer toute la folie de son univers. Sale, grotesque, vicieux. Bon, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'on regarde quand même ce putain de film pour Kenneth Macmillan? Oui ou non? Le film a beau avoir fait un flop monumental, personne n'est passé à côté du cabotinage outré de ce furieux qui a même dû traumatiser l'équipe technique sur le plateau. Pour Lynch, ça ne fait aucun doute. C'est bien des Harkonnen que viendra la montée transcendantale de l'épice. Il tire complètement la couverture. À l'instar du Zardoz de John Boorman et son combo slip-moustache intergalactique, je ne suis pas sûr que ce film ait pris un méchant coup de vieux, comme on se plaît à le répéter. Sauf pour ce qui est des effets spéciaux, qui étaient déjà ratés en 84, cela dit en passant. Non, Dune a toujours été complètement barré, même à l'époque. Un film de freaks surréaliste, inspiré de l'expressionnisme allemand. La scène d'introduction sur Geidi Prime et ses entrepôts verdâtres est absolument géniale. Ça déborde d'idées. Les méchants rouquins bikers de l'espace exultent et se goinfrent de viande crue, sous le regard atterré des fans du roman qui s'attendaient à voir des barbares raffinés, qui ourdissent des plans de domination sophistiqués. Même Frank Herbert s'est senti quelque peu désappointé en voyant le résultat. Eh ben tant mieux. Lynch a fait son truc, c'est pour ça qu'on est venu le chercher. Et outre son talent pour nous embarquer dans ses chimères, Dune, c'est aussi un film très ancré dans son époque, qui a bien mérité sa place au panthéon des films fantastiques sombres et désenchantés des années 80. Dans un contexte où les majors ont repris l'avantage sur les auteurs, il est tout de même frappant, surtout aujourd'hui, de constater à quel point certains de ces films pouvaient être contrastés, ambigus. Ce sentiment d'être enivré par tant de magie et de noirceur à la fois. Le trouble pouvait surgir de n'importe quel grand film populaire. I dreamt of the dragon. I have awoken him. En l'espace de quelques années seulement, on pouvait encaisser un film de genre fantastique, n'ayant pas peur d'aborder frontalement des thématiques aussi lourdes que le viol et la grossesse non désirée, avant d'aller se changer les idées devant un dessin animé qui parle du déracinement d'un immigré qui a fui les pogroms pour se réfugier aux États-Unis. Et puis d'autres encore, qui nous enchaînent avec le deuil et la perte de l'innocence. Come on, Artax. Du genre qui te prend par le col alors que t'as à peine 8 ans, pour te dire maintenant je vais te traumatiser un bon coup, hein, ça te fera pas de mal. Artax, you're sinking! Come on, turn around! Come on! Artax! Stupid horse! You gotta move or you'll die! Move, please! I won't give up! Don't quit! Artax! Mais bon, vous savez, il y a aussi des cauchemars dont on garde un très bon souvenir. Alors bien sûr,
On pourra me rétorquer que c'était déjà le cas avant, donnant ainsi raison à ceux qui pensent que le cinéma d'aujourd'hui est devenu bien trop naïf et édulcoré, surtout lorsqu'on le replace dans le contexte d'un siècle de cinéma. Mais il me semble que dans les années 80, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre et même dans l'Union soviétique, il s'est quand même passé un truc. Certains ont théorisé ce phénomène, particulièrement visible chez les studios Disney, lors d'une période qui s'étend de la fin des années 70 à fin 80, où la firme, en phase d'expérimentation, se cherche une nouvelle identité depuis le décès de Walt Disney en 66, en s'éloignant de la formule qui a fait son succès pour proposer des films plus adultes et matures. Une phase que certains ont même baptisée le Dark Disney, dont le meilleur représentant reste sans doute le Return to Oz de 85, une suite non officielle du Magicien d'Oz de 1939, qui a dû laisser des séquelles à pas mal de mômes. Difficile de cerner l'origine de cette vague de films à la fois bizarre et grand public, dont on parle encore aujourd'hui pour évoquer nos traumas d'enfance avec une certaine tendresse dans la voix, et qui, bien entendu, s'étend bien au-delà des studios Disney. Certains l'expliquent par un contexte de tension politique dû à la guerre froide, un pessimisme dans le fond comme dans la forme, en réponse à l'escapisme douteux des années Reagan et son patriotisme forcené. D'autres évoquent l'expansion spectaculaire des techniques d'effets spéciaux, menant les pionniers du domaine à tout un tas d'expérimentations plus ou moins réussies, faisant du Hollywood des années 80 un vaste cabinet de curiosité, comme un retour en force de l'expressionnisme. Ou sinon, d'autres l'expliquent par un simple ressenti dû à un écart de génération. Qui sait? On pourrait gloser des heures sur le sujet, mais reste qu'à cette époque, il semblait admis qu'un univers fantastique ne pouvait s'explorer sans assumer une part de violence crue. Et d'effroi. It's the little death that brings obliteration. Et sans même parler d'un ressenti subjectif, on devine aussi une industrie du divertissement pas encore tout à fait rodée sur le ciblage de consommateurs. Comme le cas du célèbre Robocop de Paul Verhoeven sorti en 87, une satire dystopique archi-violente clairement destinée aux adultes, et dont les produits dérivés étaient vendus aux enfants de 7 à 14 ans. Pas logique. Après quelques déconvenues de ce type, l'industrie réajustera en urgence sa réglementation, notamment après le Temple maudit de Steven Spielberg, qui incitera les censeurs à créer la célèbre classification PG-13. Et le Dune de David Lynch, avec son obsession pour les fluides corporels et la chair putréfiée, appartient totalement à cette étrange période des blockbusters déviants des années 80, à mi-chemin entre Dark Crystal et La Mouche de Cronenberg. Le tout vendu par un marketing lancé à plein régime pendant plus de 2 ans, avec son lot de produits dérivés, de figurines, de mugs et autres jeux de société. Car oui, il est bon de rappeler que Dune n'a pas été vendu comme un film d'auteur expérimental, mais bien comme la nouvelle franchise de SF populaire censée concurrencer Star Wars. Pourquoi pas? Je veux dire, en 81, Lynch n'avait réalisé que Eraserhead et Elephant Man. Et c'est à lui que George Lucas propose de réaliser Le Retour du Jedi. Ça en dit long sur l'industrie de l'époque, non? Et sur la part de risque qu'on était prêt à prendre pour voir naître des anomalies. Je sais pas, c'est comme si on avait approché Gaspard Noé pour réaliser le prochain Avatar.
Mais avant de clore ce chapitre, et pour étancher votre soif de films de SF maudits, je ne saurais que vous conseiller le très étrange On the Silver Globe de Andrzej Zulawski, sorti en 88, enfin si on peut dire, puisque ce film n'a été tourné qu'à 70% avant d'être interrompu par le gouvernement polonais, pour rester encore à ce jour inachevé. Un trip fiévreux et psychédélique filmé en courte focale, qui nous immerge au sein d'une tribu primitive et décadente, perdue sur une planète inconnue, sombrant lentement dans la folie par manque de repères, fabriquant eux-mêmes leur propre messie pour trouver un sens à leur existence, et qui se trouvent être en réalité les descendants d'une escouade de cosmonautes venus de la Terre pour coloniser l'espace. Les faux prophètes sont partout. « 2016. Le studio américain Legendary Pictures rachète les droits d'adaptation du roman de Frank Herbert. Et en 2016, l'ASF au cinéma n'a plus rien à prouver. Mais 2016, c'est aussi l'année où Legendary Pictures rejoint la division du conglomérat asiatique Wanda Group pour une somme d'environ 4 milliards de dollars. Le studio se cherche donc un blockbuster calibré pour plaire au marché chinois, mais aussi, pourquoi pas, inaugurer un nouveau Cinematic Universe. On est fou de joie. Reste plus qu'à trouver un réalisateur assez doué pour se démarquer de ce flot d'images et redonner du souffle à un genre que beaucoup considèrent en perte de vitesse à Hollywood. Un nom sur les listes. Ok, 9 films. On devrait pouvoir boucler ça en moins de 5 minutes. Il y a aussi des critiques comme Libération, par exemple, qui est assez assassin. Je sais pas Libération, mais je sais Le Monde. Et il faut dire les choses. Moi, j'ai jamais fait l'unanimité en France. Ça, c'est la vérité. J'ai toujours une partie... D'habitude, Figaro, Libération, ça se peut que Libération, je l'ai pas lu. Mais Le Monde et les Cahiers du cinéma ne m'ont jamais aimé. Puis t'as le faire, on va le faire comme du monde. Alors, je vais te faire l'amour, mais... dans un désert. C'est ça, dans un désert. Bonjour, mon nom c'est Denis Villeneuve. Et je suis heureux. Do you know a good spot? Comment, Philippe, on n'est pas là pour faire les touristes, là? C'est pas tellement bandant comme place, finalement. Hein? Desert power. J'aimerais vous raconter une histoire. Pour moi, le cinéma, c'est du mouvement puis de la lumière. Puis si je pouvais faire des films qui sont pratiquement muets puis que les gens aiment les dialogues à la fin, je serais heureux. Hein? Le cinéma de Villeneuve, c'est un cinéma d'image. Il a rappelé tout récemment qu'il n'aimait pas les dialogues, et je pense que dès ses débuts, il y a la volonté d'image forte. Incendie, c'est le titre de la pièce qui est écrite par Wajdi Mouawad et qui sera adaptée pour le cinéma par Denis Villeneuve. But the goal, ultimately, is to make a movie that you will not be the same after. Enemy is one of the most confusing films I have ever seen. Je pourrais faire moi aussi un film comme ça, où le spectateur est amené à être très très attentif, parce que toutes les clés sont là pour comprendre le film. En gros, c'est un film sur la peur des hommes à s'engager dans une relation. Ah ben oui, c'est sûr que dit comme ça. In Mexico, people don't trust their institutions anymore. The way how the civilians are dealing with a massive amount of violence. It's quite sad, and cinema is a good tool to talk about it, I think. I wanted to do science fiction since I'm 10 years old.
C'est pas un cinéaste qui s'est distingué par une forme ni d'élégance, ni de grâce, ni de subtilité. Et là, en dehors de ces scènes d'extraterrestres qui sont effectivement très réussies, je trouve que le film est pâteau, aussi bien dans le scénario que dans la forme. Le film étonne par la sobriété de sa mise en scène. J'aime beaucoup Denis Villeneuve. Dans cet univers, on ne crée jamais rien. On ne fait que se souvenir. Denis Villeneuve, il a cette particularité d'avoir été choisi par Ridley Scott pour assurer la réalisation de son Blade Runner 2049. Do your fucking job. Alors, Blade Runner 2049, est-ce que c'est bien? Eh ben non, c'est complètement raté. Denis Villeneuve's Blade Runner is the long-awaited sequel to Ridley Scott's 1982 sci-fi cult classic. Et si vous aimez les infrabasses, vous serez servi. Il y en a beaucoup tout au long du film qui est littéralement assourdissant, mais c'est là son moindre défaut. Certes, c'est assez joli, en même temps la photo est signée par Roger Deakins, mais c'est assez insupportable. C'est long comme un jour sans pain, la blague voulant que 2049, c'est en minutes le temps ressenti face au film, qui non seulement n'a pas grand-chose à raconter, mais est en plus traversé par toute la morgue de Villeneuve qui se prend tour à tour pour Kubrick, Tarkovsky, ou les deux à la fois. C'est assez pénible. Mais qu'en avez-vous pensé, vous, les amis? C'est compliqué aujourd'hui. Mais après y avoir longuement réfléchi, Je savais pas quoi en penser, en fait, en sortant. je pense que j'ai pas particulièrement aimé Blade Runner 2049. En plus, le film est long. Putain, il fait 2h47. C'est trop long. Il reste un produit créé à une époque où l'on cherchait davantage à surfer sur les gloires du passé plutôt qu'à chercher ce qui pouvait marquer profondément le présent. Aujourd'hui encore, je suis pas sûr de savoir exactement quoi en penser. C'est sûr que nous, on est très excités par le film, mais j'ai aucune idée comment le public va le recevoir. Quand je vois sur le grand écran Denis Villeneuve, ça me donne des frissons, là. Thank you. Hey guys, what if the movie sucks? Mais c'est drôle parce que j'ai l'air stupide là, comme dit comme ça, mais j'y pensais même pas. Bon, je pense que ça se voit un peu, mais moi, Denis Villeneuve, j'aime bien ça. Ce qui aurait tendance à quelque peu me discréditer aux yeux de la profession, mais par souci de pseudo-objectivité, appelons ça comme ça, je vais tenter d'épouser le point de vue de ces plus virulents détracteurs, avec qui je suis presque systématiquement d'accord malgré mon immense affection pour le cinéaste, ce qui me plonge dans un abysse de perplexité. Blade Runner 2049 fut donc un échec commercial cuisant, et je peine toujours à croire qu'on ait pu réellement le faire passer pour un succès critique, juste parce que Roger Deakins était là pour sauver les meubles. Mais Denis arrivera tout de même à signer le contrat le plus important de sa vie. 14 avril 2020. Le magazine Vanity Fair révèle en exclusivité les premières images de Dune et la toile s'enflamme. Au moins, si Villeneuve se plante, personne ne sera surpris. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche finalement? D'être un technicien talentueux et docile du système hollywoodien qui ne saura qu'appliquer un vernis d'exotisme à une formule déjà vue et revue des milliers de fois. Il est sans doute le seul cinéaste évoqué dans cette vidéo qui soit réellement passionné par Dune, mais il n'a rien d'un cinéaste avant-gardiste, disciple de Kenneth Anger et d'Aleister Crowley, comme l'étaient ses deux prédécesseurs, à savoir David Lynch et Jodorowsky. Un faiseur sensationnaliste et m'as-tu vu, prêt à tout pour glaner un Oscar, dans la même veine qu'un Robert Eggers, conspué pour son obsession de l'efficacité à tout crin, et pour des films qui ne seraient rien sans leur chef-op. Un réalisateur froid et poseur, fasciné par l'ésotérisme, mais bien en peine lorsqu'il s'agit de le faire passer à l'écran. C'est un peu comme si Christopher Nolan voulait adapter Alice au Pays des Merveilles, vous voyez. Division chez les cinéphiles, entre ceux qui piaffent déjà d'impatience et ceux qui redoutent une belle coquille vide, et ils ne se privent pas de le dire. Où est passé l'esprit underground? Ce film ne servira qu'à renforcer l'aura fantoche du Jodorowsky, et Dune ne sera plus porté par des saltimbanques excentriques, des explorateurs de l'étrange, de l'occulte. Série HBO déjà annoncée, MMO en open world prévu pour 2025 et toute la com qui va avec. Dune va sagement rentrer dans le moule. Mais de quel moule on parle déjà?
Hormis Star Wars qui continue de creuser sa tombe auprès des fans, toutes les nouvelles tentatives de franchise de SF sur grand écran se cassent les dents depuis plus d'une décennie. Ne reste que la saga Avatar, qui semble concilier succès critique et réussite commerciale, et conforter l'idée d'un avenir possible à Hollywood pour ce qu'on appelle les blockbusters d'auteur. Le grand écart tant convoité. Renflouer les caisses tout en marquant les esprits. Et on est Warner Bros, bordel. On l'a déjà fait, on est rodé, on peut recommencer. Cette fois-ci avec un space opéra contemplatif, bavard, introspectif, privilégiant l'immersion aux scènes d'action. Action! Le pari est risqué. Et même si 2049 s'est vautré, on va y arriver. La promo ne s'arrête plus, et le casting, au standing démentiel, évoque plus un défilé de mode qu'autre chose. À ce propos, un sondage effectué auprès de la génération Z rapporte que la principale raison pour les jeunes de s'intéresser à Dune en 2020 est uniquement due à la présence de Timothée Chalamet et Zendaya, classés en tête de liste des actrices les plus suivies au monde sur les réseaux sociaux. Si vous cherchez le Kwisatz Haderach, regardez du côté d'Instagram. Après vous faites ce que vous voulez, mais moi perso je suis plutôt Rebecca Ferguson. Septembre 2020, et les trailers débarquent sur YouTube, notamment celui qui se termine sur un modèle de Power Rangers en 3D, faisant du kung-fu avant de prendre la pose devant un verre des sables et de nous dévoiler le visage de Chalamet incrusté à la truelle numérique. Qu'on ne me fasse pas croire que ce plan n'a pas été tourné uniquement pour la bande-annonce, histoire de draguer le public Marvel. C'est dégueulasse. Tiens, d'ailleurs, les affiches officielles, elles sont comment alors ? Pourquoi est-ce que je pose la question, moi ? De toute façon, au vu du standard des affiches qu'on se bouffe à Hollywood depuis bientôt 30 ans, je pense que le message est clair. Si vous voulez des belles affiches, faites-les vous-même. Après tout, Photoshop, ça se craque facilement. Allez, next. Villeneuve enchaîne les interviews et rassure les lecteurs. We interrupt our program to bring you this important message. Ah oui. Il y a eu ça aussi, oui. Alors, essayons d'être synthétiques si vous le voulez bien, car je n'ai pas l'intention de m'étendre sur le sujet. Et surtout, on n'a pas le droit d'en parler sur YouTube. Disons simplement qu'un virus un peu énervé a dû forcer les gouvernements du monde entier à déclencher l'état d'urgence sanitaire. Confinement, déconfinement, reconfinement, toi-même tu sais. En attendant, les salles de cinéma du monde entier ferment leurs portes, et c'est tout le catalogue de sorties qui se met en pause pour une durée d'1 an minimum, et ce n'est pas une blague. Dans la foulée, comme semblant vouloir assassiner les exploitants de salles, Warner Bros emboîte le pas de Disney en annonçant que Dune sortira en salle et sur HBO Max, simultanément. La grande bascule a déjà eu lieu et les studios ont fait leur choix. Celui d'évincer les salles de cinéma de leur chaîne, menant chacun sa barque en circuit fermé sur leurs plateformes de streaming respectives, se reposant sur des formules balisées qui rassurent les investisseurs. Du moins, c'est ce qu'on a cru à l'époque. En effet, beaucoup s'accordaient alors à dire que la crise sanitaire aurait offert aux majors le prétexte idéal pour asseoir enfin le monopole du streaming et justifier la refonte totale de la chronologie des médias qu'ils convoitaient déjà depuis longtemps. Mais dans un tel contexte, que doit-on retenir de cet interminable laïus ? Une chose simple. Le Dune de Denis Villeneuve ne doit pas perdre. Qu'importe ses défauts, cette situation sans précédent nous invite à valider la démarche bien davantage que le film lui-même. Comme investi d'une haute responsabilité, nous, public, avons été tenus de soutenir ce film en salle afin d'envoyer un message aux majors. C'était l'époque, pas encore tout à fait révolue d'ailleurs, où l'on devait sauver les salles de cinéma. Dune partie 1 sortira le 18 octobre 2021. L'heure est venue de prouver qu'on le mérite, ce film. Les planètes se sont-elles enfin alignées pour Dune au cinéma ? 165 millions de dollars de budget pour plus de 400 millions de recettes mondiales. Je pense qu'on s'en sort pas mal. Et on peut se le dire, c'était vraiment pas gagné. Mais qu'en est-il de la presse spécialisée alors ? Parce que bon, on ne peut pas se plaindre sans cesse de l'uniformisation des schémas visuels et narratifs à Hollywood, pour ensuite balayer un film tel que Dune d'un revers de main, sous prétexte que « Bouh, c'est lent, c'est mou, y a pas d'émotion ». Vous me voyez venir là ? En effet, c'est une partie de la critique à saluer les ambitions formalistes de ce Dune Part 1, tout en déplorant un film beaucoup trop sobre et sous-exploité. L'autre partie a joyeusement communié dans le Villeneuve bashing, en reprochant à ce Dune, ce qu'on a toujours reproché à Villeneuve en fait, à savoir son
d'austérité, l'aspect froid et distancié des rapports humains, sa fâcheuse tendance à tout sous-exposer, parce que oui, la partie 1 n'échappe évidemment pas au syndrome de la scène de bataille filmée dans le noir sans la moindre source de lumière. Après tout, c'est quand même la seule grande scène d'action du film, ça aurait été dommage qu'on puisse la voir. Son sens du rythme, et bien évidemment, son esthétique bien trop léchée. Car oui, lorsqu'on se veut critique, rien n'est plus chic que de reprocher à un film d'être trop joli. Par 2 fois, tout le monde y est allé de sa petite blague visant à comparer Dune à une pub pour parfum, parce que bon, ça aurait été dommage de s'en priver. Fragrance d'épices, le nouveau parfum d'Arrakis. Pour ce qui est du scénario, resserrez au maximum le champ. Le film commence et finit sur Arrakis. Vous n'aurez le droit qu'à quelques plans hors de la planète des sables. Première douche froide pour les morphales de Space Fantasy. Villeneuve exploite l'univers de Herbert de manière quintessentielle, relayant le contexte politique et économique en toile de fond, histoire de ne pas décourager les néophytes. Loin, très loin, trop loin des excentricités de Lynch ou des costumes bariolés à plumes de Moebius, ce film fait preuve d'une chasteté et d'une retenue qui en ont refroidi plus d'un. Saturé de flash-forwards, donnant l'impression de ne voir qu'une vaste bande-annonce de 2h30 des prochains films de la franchise, avec sa fin bâtarde en queue de poisson. Ceci est un cliffhanger. Adaptation rigoriste, corsetée dans son respect scrupuleux du matériau d'origine. Villeneuve, chouchou du prof. Villeneuve, le puriste pas marrant. Et c'est dès les premières bandes-annonces de Dune partie 2 que les internautes facétieux s'amuseront à relever un sens caché lors de ce dialogue entre Paul et Stilgar, comme une sorte d'aveu d'échec. Be simple, nothing fancy. Nothing fancy. Février 2024, et la seconde partie tant attendue débarque dans les salles. Et c'est un carton. Dans le top 10 des blockbusters américains les plus rentables de l'année. Loin devant le clown qui n'aurait jamais dû se mettre à chanter, le meilleur Mad Max de tous les temps, enfin c'est ce qu'on m'a dit, et le tour de manège fanservice pour nerds sous perfusion gavé de sucre. Get away from her, you bitch! Une promo pachydermique qui pousse encore plus loin la glamourisation de la sexitude sexy, ne se reposant quasiment que sur les épaules de ces cool kids hollywoodiens. Pour un film infiniment plus satisfaisant que son prédécesseur. Plus de couleurs, plus de lore, plus de grandiose, de souffle épique et d'Harkonnen énervé. La critique reste divisée et les reproches semblent presque toujours se focaliser sur des questions purement cosmétiques. Ainsi, avant d'aborder le fond, parlons d'abord de ce qui saute aux yeux, la forme. Parce que des problèmes, il y en a. Oula oui. Du genre de ceux qui ne pardonnent pas lorsqu'on exploite une iconographie aussi riche que celle de Dune. Place donc au design smart et élégant. Au vaisseau, ingénierie et armure insectoïde. Hélicoptère en forme de libellule, foreuse en forme de scarabée. Aux architectures brutalistes et démesurées, tout en ligne de fuite. Gigantisme à la limite du ridicule et portes coulissantes en forme de... À l'heure où les 3/4 des films de SF suivent les mêmes standards visuels à base de lance-flares bleu électrique et d'hologrammes en 3D, Dune déroute par son âpreté, ses paysages ternes et abrasifs. Mais son univers reste grisant, avec des plans qui convoquent tout un panel de références. Sans doute influencé par son mentor Ridley Scott, qui après être sorti du Royal College of Art à Londres, a ébloui Hollywood par son sens du design, et dont l'influence de la peinture et des arts déco se ressent encore aujourd'hui, Villeneuve fait lui aussi figure d'esthète dans ce domaine, tout indiqué pour représenter à l'écran un univers de science-fiction post-technologique. Dès le début du premier film, on ressent la présence de la pierre, de la poussière, du papier, du bois et bien sûr du sable. Un cinéma de fétichistes, attaché à l'aspect organique des éléments. Toutes les visions internes du ventre de Jessica qui communique avec son enfant m'ont bouleversé. Toujours à l'affût de la trouvaille visuelle qui va rester en mémoire. Comme lorsqu'on s'aperçoit que Dune partie 2 ne possède aucune séquence en noir et blanc, contrairement à ce qu'on nous avait vendu dans les bandes annonces, mais qu'il s'agit en réalité du soleil de Gaidy Prim qui éclipse les nuances de couleurs sitôt qu'on sort de l'ombre. Là, chapeau.
ou comme lorsque Paul se confond dans un arbre de lumière afin de tromper la vision d'un chercheur-tueur, lui conférant une aura syncrétique, suggérant ainsi une forte imagerie religieuse tout en sobriété. Bon, là où je veux en venir, c'est que vous avez le droit de ne pas aimer. Mais Villeneuve, il bosse. Villeneuve, il a des idées. À défaut d'être exubérant et généreux, il enfile comme des perles les hommages feutrés, tout en discrétion, aux artistes emblématiques de Pilote et Métal Hurlant, tels que Giraud, Philippe Drouillet ou encore H.R. Giger, dont l'influence imprègne tous les panoramas de Gaidy Prime. Son style non-verbal accorde une immense importance au son. Vaste sujet, car la SF a toujours eu une longueur d'avance dans ce domaine. Adieu les synthétiseurs électroniques devenus incontournables depuis La Planète Interdite en 1956. Place aux cordes pincées et aux frictions du sable sur le métal, parfois enregistrées directement sur place. L'approche acoustique et texturée de cet ASMR de l'espace aura valu à Dune Part 1 l'Oscar du meilleur sound design, suivi de l'Oscar des meilleurs effets spéciaux, bien évidemment l'Oscar de la meilleure photographie, était-ce surprenant, et sans oublier l'Oscar du meilleur... Bon alors il est où le problème ? Ah ok, donc maintenant tu me coupes la parole carrément. Accouche ! Ok, bah je vais te le dire où est le problème. Sans réitérer les reproches maintes fois exprimés sur ce désert sec et aride où personne ne transpire, donnant même l'impression qu'on se caille les fesses. Non, c'est surtout au niveau des couleurs que ça coince pour moi. Genre vraiment. Les teintes d'Arrakis, on en parle. Beige sur fond beige avec un peu de beige. Je vais pas encore vous bassiner avec l'étalonnage parce que ça commence à bien faire. Mais un jour faudra quand même qu'on m'explique cette obsession de filmer le désert en monochrome. À toujours vouloir fuir l'aspect carte postale. On en arrive à des panoramas qui n'ont ni relief, ni contraste. Denis, c'est quoi ton problème? Tu as imposé à la Warner de tourner dans le désert et pas en studio sous peine de refuser le projet? Tout ça pour foutre tes bobines sous la javel? Le désert, ça ressemble à ça. À ça. À ça. Je peux tenir toute la journée si je veux. Fais un effort. Le fait qu'on ne voit strictement jamais le bleu du ciel me paraissait autrement plus pertinent dans un film comme Jared de Sam Mendes par exemple, et pas dans un space opéra ésotérique. Et encore, même Jared était capable de nous donner ce frisson d'exotisme lointain le temps d'une séquence. J'ai le droit de rêver, c'est tabarnak. Voilà bien un des points qui, à mon sens, donne raison aux détracteurs de Villeneuve. Sa vision dépouillée et minimaliste confine parfois au manque d'audace, et la mise en scène vient renforcer ce triste sentiment. His heart is strong as ever, my lady. Come here, kneel. Comme celle de la séquence du Gomme Jabbar par exemple. Infiniment plus savoureuse et surtout plus charnelle dans la version de 84. Put your hand in the box. Sian Phillips et son sourire malicieux, aussi belle que terrifiante, elle jouit de sa position de dominatrice, comme au bord de l'orgasme lorsque la souffrance de son élève arrive à son paroxysme. Plus qu'un martyr, Paul est un jouet sexuel. Une scène plus que troublante, faisant écho à une autre séquence où le baron se paye un de ses domestiques en le vidant de son sang comme on débouche un évier. Étant donné l'immense terrain de jeu que représente la culture Harkonnen, comme évocation hyperbolique de la Rome antique et de ses empereurs pervers et décadents, tels Néron ou Caligula, l'occasion aurait été parfaite de rappeler que l'univers de Dune n'est pas fait pour les timorés, en nous livrant un blockbuster au relent cauchemardesque et dérangeant. Genre vraiment pour une fois. Imaginez l'esthétique baroque du Satyricon de Fellini ou du Caligula de Tinto Brass, à la sauce Hans Rudi Giger, le tout fondu dans un contexte de space opéra dystopique, ça aurait eu une de ses gueules. Mais non, à la place, Villeneuve a préféré filmer des entrepôts vides et sous-éclairés, et des marches funestes très inspirées de...
Non mais faut le comprendre aussi, Denis. C'est vrai que l'esthétique du Troisième Reich n'a été que trop peu exploitée par Hollywood, c'est une évidence. Mais même pour le reste, on peut pas dire que ce soit fort dépaysant. Le coup du psychopathe sadique qui parle comme ça et qui exécute à la chaîne tous les sbires qu'il croise pour les donner en pâture à ses fauves, c'est tout de même assez convenu. Les Harkonnen de Villeneuve, en plus d'être presque totalement désexualisés, les distinguant de toutes les adaptations précédentes, semblent coincés dans les années 70-80, où l'on représentait les humains glabres et aliénés du roman 1984 de George Orwell, avec des codes barres sur la nuque. Encore un point pour David Lynch. Glauque et psychédélique, cette scène je l'ai vue à 16 ans et elle m'a marqué à vie. Tout de même plus folichon que de deviner le visage fermé de Charlotte Rampling dans la pénombre. Et les costumes, sérieusement, regardez-moi cette classe. De sa robe à sa coiffe, cette silhouette macabre me paraît autrement plus inventive que de juste foutre un abat-jour sous un voile islamique. On dirait les obsèques de Lady Gaga. Personne n'a demandé à Villeneuve de verser dans la fantasy pulp que l'on pouvait entrevoir dans les dessins de Moebius et par corollaire dans la série de 2000. Mais sérieusement, un bonnet de bain, une robe de chambre, c'est tout. Je suis colère! Sans arrêt, cette frustration de se dire qu'on y était presque, que le Dune parfait est à portée de main. Parce que la viande est excellente, mais putain, ça manque de sauce! Pourquoi certaines scènes manquent à ce point d'ampleur? Comme la première apparition du ver des sables, j'ai pas de mots pour décrire à quel point c'est fade. C'est quoi ce plan? Bonjour. Venant du mec qui a fait ça en 2016, il faut qu'on m'explique. Pourquoi une telle inconstance dans la direction artistique? Certains vaisseaux sont juste magnifiques, d'autres ressemblent à des enceintes Apple ou des box internet. Pourquoi la traversée de Paul en prophète maléfique ressemble à un trailer d'Assassin's Creed? Pourquoi cette chambre ressemble à ce point à un décor de shooting photo? Pourquoi la bande originale cherche à nous rendre sourds? J'entends plus rien. Alors oui, Denis Villeneuve est sans doute décevant. Mais puisqu'il est presque d'usage de mépriser son style, en l'accusant de n'être jamais qu'un bon formaliste, et encore, je vais tout de même finir cette chronique avec ma robe d'avocat pour sauver l'honneur de mon client. En finissant sur ce qui m'enthousiasme réellement dans cette nouvelle version de Dune au cinéma, l'adaptation. Même si j'ai horreur de jouer les puristes du dimanche qui brandit un roman pour tenter des arguments d'autorité, j'ai toujours été le premier à vanter les mérites d'une adaptation, surtout lorsque celle-ci s'éloigne de son matériau d'origine. Mais j'imagine qu'il y a sans doute une limite à ce raisonnement, simple question de bon sens. J'en suis encore à me demander pourquoi Jodorowsky a prétendu vouloir adapter un roman qu'il n'a lu qu'à moitié, au lieu d'aller faire son propre space opéra coloré, ou comment on a pu laisser passer de la pluie sur Arrakis dans le grand final du film de David Lynch, si ce n'est pour délibérément travestir le message du premier roman, ou pire, voir l'accomplissement de Paul à travers les yeux de Stilgar, et donc à l'opposé de ceux de Herbert. Accrochez-vous, c'est la dernière ligne droite. Maintenant, Denis. Mets ta main droite dans la boîte. À l'instar du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, Dune a longtemps été vu comme un roman inadaptable, mais pas pour les mêmes raisons. Si le défi de Peter Jackson fut de reproduire visuellement des univers fantaisistes et foisonnants, a priori impossibles à représenter de manière tangible, Villeneuve, quant à lui, a dû faire honneur à un texte qui semble obsédé par la psyché de ses personnages. Pour une seule action, une seule description, ce sont des pages et des pages de monologues intérieurs, de pensées, qui nous sont retranscrites dans leurs moindres détails. En fait, c'est ça Dune. C'est ce roman dont les meilleures lignes de dialogue ne sont jamais prononcées à voix haute, par des personnages au mental robuste, formés à ne jamais baisser la garde. Des personnages auxquels il est très difficile de s'identifier. L'occasion de répondre aux critiques maintes fois exprimées sur l'aspect froid et distant que Villeneuve insuffle dans toute sa mise en scène. Ce qui me laisse penser que ces gens n'ont sans doute pas lu le roman de Herbert. Je ne me souviens pas avoir vu victoire plus amère que celle de Paul à la fin de l'acte final, lorsque ce dernier croise le regard de sa mère dans la grande salle du trône.
Elle s'arrêta devant son fils et le regarda. Elle comprit sa fatigue, mais elle ne ressentit aucune compassion pour lui. C'est comme si elle était désormais incapable de toute émotion à son égard. Paul, lui, se sentait vide. Vide comme un coquillage, sans aucune émotion. Tout ce qu'il touchait n'apportait que la mort et le chagrin. C'était comme une maladie, une lèpre qui pouvait se répandre sur tout l'univers. Les personnages de Dune ne suscitent chez vous aucune empathie. Smile, Gurney. En effet, ils ne sont pas aimables. I am smiling. Ce sont des aristocrates d'un autre temps, une élite aux gènes transformés. Vous n'avez rien en commun avec eux. Et Villeneuve, comme il l'avait déjà fait dans Sicario, a parfaitement su rendre ce climat de paranoïa où tout le monde se méfie de tout le monde. Dans un contexte où les assassinats politiques sont monnaie courante, et où la prudence est de mise, même au cœur du foyer familial, où les gestes les plus anodins relèvent d'un protocole strict. Ils sont aux antipodes des sorciers de Gryffondor ou des hobbits de la comté, que l'on souhaite voir triompher des forces du mal pour rentrer à la maison. Le fait qu'on ne s'attache pas au protagoniste, pour autant que ça veuille dire quelque chose, n'est pas un argument valable. Ce refus catégorique de verser dans un quelconque sentimentalisme, loin de toute forme de manichéisme, Villeneuve l'a plutôt bien compris. Tous n'agissent que par calcul politique, et ceux qui ne le font pas méritent de tomber. Dans le cycle de Dune, personne n'incarne l'indignation, la révolte, le refus du système et la volonté de rendre leur dignité à ceux qui l'ont perdue. La fable écrite par Frank Herbert est peut-être écologique, mais elle n'est ni démocratique, ni sociale. Si cette piste vous intéresse, je vous renvoie au fil Twitter de The Culturist, dont le lien est en description, qui vous expliquera pourquoi J.R.R. Tolkien détestait le roman de Frank Herbert. Partant du postulat que les protagonistes du Seigneur des Anneaux n'agissent jamais par volonté de puissance, mais par devoir et déontologie, en soumission à un plan supérieur. Frodon Sake se dévoue à une quête bien trop lourde pour ses épaules, sans aucun espoir de retour et sans même connaître le chemin. Mais il le fait au nom du bien. À l'opposé des protagonistes de Dune, qui forgent leur morale selon leurs propres intérêts, de façon pragmatique, loin de toute forme d'autorité divine. L'univers du Seigneur des Anneaux est intrinsèquement religieux, alors que Dune intègre la religion à son récit pour mieux s'en distancier et donc en faire la critique, comme il fait la critique du dogmatisme au sens large. Et on touche bien là à ce qui fait de Dune ma saga préférée. La seule chose que j'attendais vraiment de cette adaptation, c'est qu'elle évite toute posture complaisante, ce qui me semblait important pour un récit de fiction qui est à ce point ancré dans notre réel. Dune, ayant été écrit dans un contexte bouillonnant d'anti-impérialisme, inspiré en grande partie de Laurence d'Arabie, des cultures moyen-orientales, mais surtout de l'indépendance de l'Algérie en 62, la culture fremen est par conséquent perclue de références à l'islam. Islam qui n'a plus franchement bonne presse auprès des Occidentaux depuis plus de 20 ans, contrairement aux années 60 où la majorité des Américains ne savaient pour ainsi dire pas grand-chose de cette religion, ne voyant dans le cycle de Dune qu'un folklore au parfum des 1001 nuits. Mais en 2021, la donne a changé. Et il s'agirait de ne pas donner de grain à moudre à ceux qui pourraient faire un rapprochement entre les Fremen et des soldats islamistes. Inutile de se demander pourquoi Villeneuve s'est bien gardé de manier des termes aussi sensibles que « djihad », pour ne citer que lui, un terme quasi central dans le roman et que l'on n'entend strictement jamais dans cette nouvelle adaptation. He's afraid of the fundamentalists. And he should be. Dune, c'est quand même, comme je veux dire, un bel outil pour explorer la religion sans offenser personne. Je veux dire, on peut pas en parler beaucoup aujourd'hui. Ça se tente. Car si Frank Herbert, fasciné qu'il était par la culture arabe, s'est inspiré de la trajectoire du prophète Mahomet pour écrire celle de son Paul Atréide, Dune reste avant toute autre chose une critique acerbe du colonialisme occidental et du fanatisme en général, qu'il soit religieux ou autre. Ce que je dis dans mes livres se résume à ceci. Exploitez la religion pour ce qui est bon et évitez ce qui est nuisible.
Ne condamnez pas les gens qui en ont besoin. Mais soyez très prudents lorsque ce besoin se transforme en fanatisme. Et à ce titre, il est évident que Villeneuve aura su mieux que ses prédécesseurs comment représenter les Fremen, les rendant enfin plus vivants que dans la version de 84. Mais il est aussi le seul jusqu'alors à avoir représenté les Fremen comme un peuple divisé entre les croyants et les non-croyants. Une manière de moderniser ce roman en refaçonnant le personnage de Shani à l'aune du message de Herbert. Ce diptyque s'ouvrant et se concluant à travers ses yeux à elle, soulignant ainsi la dimension anticoloniale du roman. Et si l'histoire commence bien sur Caladan avec Paul Atreides, nous quitterons alors son point de vue lorsque celui-ci se transformera en monstre politique. Et d'ailleurs, qui est-ce qui mouille la chemise sur le champ de bataille pendant que Paul ne fait que marcher au ralenti dans le désert, avant de débarquer tel un conquérant d'opérette pour égorger un vieillard sans défense déjà au sol ? Par le conditionnement mental et l'armement atomique, il a fait plier les puissants et étendu son royaume. Un tyran. Il ne vaut pas mieux que Feyd Rautha, pantin du pouvoir au sein d'un combat truqué. Le fruit de milliers d'années de manipulation génétique, enfant hybride d'une sorcière harkonnen, capable d'influer sur sa matrice pour choisir le sexe de sa progéniture, éduqué et formé pour conquérir. All part of a plan. Dune est une réflexion sur le déterminisme, aux antipodes de Star Wars, qui fait planer la menace d'un côté obscur dont on entre et on sort comme dans un moulin, sans trop de conséquences selon comment ça arrange les scénaristes. Quant à Shani, elle ne restera pas dans l'assemblée pour accepter en silence son titre de concubine. Elle nous aura alertés sur les dangers du fondamentalisme religieux, nous incitant à voir les Fremen pour ce qu'ils sont. Les marionnettes du Bene Gesserit, menées par ce bon Stilgar, fanatique obscurantiste. Son regard d'enfant plein de candeur reste rivé sur l'index de son maître. Le genre d'illuminé capable d'envoyer des millions d'hommes à l'abattoir sans poser de questions. Mais oui, t'as raison, c'est beau de croire. This prophecy is how they enslave us! How they dominate! Toute population tend à oublier son libre arbitre au premier leader capable de faire une synthèse des mythes qui la structurent. Dune est aux antipodes des fantasmes New Age de Matrix, ressassant de manière obsessionnelle sa foi aveugle en une figure christique venue guider les hommes vers la lumière. Morpheus did what he did because he believed that I'm something I'm not. What? I'm not the one Trinity. No, you have to be. I'm sorry, I'm not. I'm just another guy. Bon, vous l'aurez compris, il me sera impossible de synthétiser ici en quelques minutes l'étendue de la vision de l'auteur. Je n'ai fait qu'effleurer la surface. Mais il serait aussi malhonnête et lacunaire de résumer Dune à une simple critique de la religion ou de ses messies décadents. Son attention est ailleurs. Ce que Frank Herbert veut dénoncer, c'est l'union du religieux et du politique. Union qui, selon lui, mène à l'oppression absolue. Il condamne la théocratie, c'est-à-dire lorsque le politique se constitue en religion et impose le maintien d'une tradition érigée en dogme, qui n'accepte plus d'évolution. À noter aussi que Frank Herbert n'était pas un athée, mais un agnostique, comme moi d'ailleurs. Son œuvre, en plus d'être éperdument fascinée par l'écologie et les lois de la nature, laisse planer la présence d'un certain mysticisme, d'un amour du sacré. Mais pour lui, il n'est pas question de transcendance, mais d'immanence. Aucune femme, ni aucun homme n'est touché d'une grâce divine ou d'une quelconque puissance extérieure. Qu'elle soit positive, ou du moins ambivalente, comme dans Star Wars et son concept de la force, ou maléfique, comme l'anneau de Sauron. Dans Dune, ce sont les individus qui génèrent leur propre lumière. Une autre chose que Villeneuve a su assez bien mettre en scène, c'est cette idée, chère à Frank Herbert, que l'inattendu et le hasard peuvent court-circuiter n'importe quel plan, n'importe quelle machination. Paul est bien l'élu, mais il est aussi un accident. Sa venue vient troubler le bon déroulé du plan des Bene Gesserit. Et lorsqu'on est fort, on s'adapte. Accepter lorsque les éléments échappent à notre contrôle. Tel est l'acte le plus héroïque de Paul Atreides. Lâcher prise et faire confiance.
Alors l'accueil fut mitigé, oui. Oh. Mais bon, si on faisait des films pour plaire à Libération ou au Cahier du cinéma, je pense que ça se saurait. Et si les autres romans du cycle seront bel et bien adaptés au cinéma, le public comprendra vite que Dune n'a rien d'un divertissement de masse. Et dans un contexte où la soumission des grands studios envers le marché chinois et bien d'autres facteurs nous pousse à lisser toujours plus les discours pour ne résulter qu'à un robinet d'eau tiède pseudo-universaliste. Oui, Dune, de par son immense potentiel, sa dimension philosophique et son goût amer au relent nietzschéen, est de très loin le blockbuster qui m'a le plus intéressé depuis 2020. Un ambitieux projet de SF. Une SF autrefois expérimentale, contestataire, en marge des grands studios, ayant désormais fini sa mue en projet de franchise standardisé, normé, formaté, plébiscité. Mais pas aussi fade qu'on veut bien le dire. Voilà, c'est peut-être pas très fair-play, j'en conviens, mais c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas bouder mon plaisir. Parce que Dune revient. Dune, cette fable écologique de SF, récupérée par la jeunesse contestataire des années 70, en lutte contre les politiques va-t-en-guerre et le consumérisme, est toujours d'actualité. Comme c'est surprenant. À l'heure où le consensus scientifique nous fait état d'un réchauffement climatique, Dune revient, pour nous rappeler à la notion de décroissance technologique. Machines are getting smarter. It is not just assembly line or manufacturing jobs at risk. Computers are now learning. Après pratiquement un siècle de cinéma qui nous a alertés sur le danger des machines pensantes, où les intelligences artificielles ont provoqué à elles seules un tournant de société, où les navigateurs nous invitent à combattre les robots lorsque l'on crée une adresse mail, Dune revient, pour nous rappeler ce que l'on savait déjà depuis Alan Turing, mais qu'il va nous être de plus en plus difficile d'ignorer. The billionaire founder of Tesla and SpaceX said Monday that humans must someday merge with machines in order to avoid becoming obsolete. Mais Dune n'est pas juste revenu pour enfoncer des portes ouvertes et se vautrer dans le politiquement correct. À l'heure où les anti-héros reviennent en force dans le paysage de la pop culture, il était évident que le sulfureux Paul Atreides y aurait une place d'honneur. Mais jusqu'à la fin, Dune écarte toute posture pour nous inviter sans cesse à penser contre soi. You should have believed. You chose the wrong side. Side? You of all people should know. There are no sides, Reverend Mother. Mais il est moins question de posture moralement trouble que d'une volonté de ne conforter aucun narratif. Par exemple, aucun édito n'a manqué de relever la dimension féministe de Dune, qui était sans doute plus prégnante en 65 étant donné qu'à l'époque, il était rare de voir des guerrières à l'égal des hommes dans les récits de fiction. Mais à l'heure où les Strong Independent Women ont pris d'assaut le box-office américain, je doute que beaucoup de femmes se soient identifiées à l'ordre obscur du Bene Gesserit et à leur doctrine transhumaniste. Même si je vous mets au défi de trouver une œuvre de fiction mettant en scène des femmes plus influentes. Et de toute façon, nos militantes contemporaines auront vite fait de brocarder le soi-disant féminisme de Dune. Parce que bon, une sorcière qui désobéit à sa caste pour donner naissance à l'élu, qui se trouve être un homme. Tout ça pour satisfaire le désir de son tendre époux. Hein voilà. T'as un truc à dire? Hein? Ah non, non. Sting it. À l'heure où les médias et autres fact-checkers autoproclamés hurlent au complotisme à longueur d'articles, Dune revient pour nous parler de conspirations politiques et de sociétés secrètes qui influent sur l'état profond. À l'heure où ces mêmes médias de masse nous servent leur narrative de bien contre le mal sans aucune analyse de fond, où chacun d'entre nous étale fièrement sa pensée binaire, sa pureté militante et dogmatique, et pire encore, où il est même de bon ton de se moquer de ceux qui en appellent à la nuance, Dune revient pour nous dire ce qu'à mon sens, nous avons tous besoin d'entendre. I'm not here to take your part. Dune, c'est un roman qui se distingue par sa critique acerbe des dogmes religieux comme levier politique, en nous alertant sur la manipulation des masses. Et il nous revient au cinéma alors que les tensions explosent, alors que la réalité du retour du fascisme est dans tous les esprits. George Orwell disait que si tout le monde se vante de lutter contre le fascisme,
Bien peu se risquent à le définir clairement. Pourtant, c'est pas faute d'essayer, ne serait-ce qu'avec des images. Qu'il nous soit permis alors de questionner nos mythes fondateurs, comme Frank Herbert nous le préconisait, lorsque l'on est persuadé, avec toute l'arrogance qui nous caractérise, de faire partie de la solution et non du problème. Et ce, même après avoir ingurgité plusieurs décennies d'œuvres culturelles qui nous racontent encore, et encore, et encore, la même histoire. Bon, ben il est grand temps que cette vidéo se termine, n'est-ce pas? Faudrait quand même pas qu'on finisse par faire un lien entre fascisme et intégrisme religieux quand même. Hein? Ouais, ça serait dommage, ouais. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera peut-être, vous et moi, pour l'arrivée en salle du Messie. En attendant, je n'ai rien dit. Je ne suis pas là. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la séance de Marty sur YouTube, Facebook, Instagram, et vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur Tipeee en cliquant sur le lien dans la description. N'étant pas monétisée, la séance de Marty ne peut continuer qu'avec votre soutien. D'avance merci et à bientôt.